La prise en charge, la coordination, c'est une exigence absolue. Il y a une réactivité dans le soin qui est exceptionnelle. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de jeunes qui s'installent. Créé et animé par une équipe de bâtisseurs et de pionniers qui continuent d'innover, Avec Santé est un mouvement porté par de plus en plus de professionnels de soins primaires qui sortent de l'exercice individuel pour répondre collectivement, en équipe, en pluriprofessionnalité aux défis de la santé. Dans le parcours du patient, chacun apportera sa compétence. Les patients, ils sont rassurés que tous les professionnels de santé sont au même endroit. Le lieu de soins a progressivement évolué en lieu de santé et est aujourd'hui devenu un véritable lieu de vie et de solidarité. Notre mission à la maison de santé, c'est d'humaniser l'accueil, d'être en appui des professionnels, donc de tous les médecins. Avec Santé porte la voix de ses adhérents. Des équipes mobilisées qui font évoluer le parcours de santé des patients. Avec le projet commun d'exercer en équipe, avec de la pluriprofessionnalité. C'est ultra valorisant aussi pour nous en tant que pharmaciens parce que c'est vraiment notre rôle de professionnel de santé là, de faire de la prévention clairement en équipe. Avec de la proximité, avec de l'innovation, avec des actions conjointes avec d'autres acteurs et organisations du territoire. Avec réactivité pour répondre aux besoins de la population. On est des créateurs de liens entre les gens. Donc on est un peu le jardin secret des jeunes particulièrement. On se sent limite avec des amis, quoi. Quand on sort d'ici, on est très légère. Aujourd'hui, Avec Santé, c'est la création de 1455 équipes et dans les projets en cours, la création de 400 autres, permettant à 10% des Français de bénéficier d'un accompagnement en exercice coordonné. D'ici 10 ans, Avec Santé doit contribuer à la possibilité pour toute la population française d'être accompagnée par une équipe pluriprofessionnelle coordonnée. L'idée, c'est aussi de faire de chaque habitant un ambassadeur, d'abord qui prend soin de lui, mais aussi un ambassadeur qui fait passer des messages de prévention simples. Avec Santé, c'est toujours avec les équipes, pour leur bien-être et celui des usagers. Moi, je suis ravie de m'être installée. J'adore ce que je fais, on se sent utile. On n'est jamais trop pour reprendre en charge. Bonjour à toutes et à tous, bon appétit à tous ceux qui en profitent pour déjeuner et merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire Avec Santé sur le thème de la Commission nationale Coordo. Alors, je suis Edwige Genevois, je vais vous accompagner aujourd'hui sur cette présentation. Je suis coordinatrice en Bourgogne-Franche-Comté. Je siège également au conseil d'administration à la Fédération nationale Avec Santé et je suis référente nationale de la commission Coordo. Bonjour Edwige, bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce midi, bon appétit. Moi je suis Élodie Gazot, je suis infirmière libérale et coordinatrice d'une équipe de soins primaires de 48 professionnels dans les Pays de la Loire. Je suis donc la référente de cette région à la commission Coordo. La commission Coordo se réunit à Paris environ 4 fois par an pour échanger et donc participer à différents travaux concernant la fonction de coordination au sein des équipes de soins primaires. Alors, nous avions prévu des échanges avec vous à Bordeaux, mais les circonstances sanitaires en ont voulu autrement. Donc, nous avons décidé de faire ce webinaire. Ça a paru une évidence pour nous. Nous allons passer une petite quarantaine de minutes avec vous en vous proposant tout d'abord une présentation rapide de la Commission nationale Coordo. Ensuite, on va vous faire une première restitution des résultats de l'enquête nationale sur le métier de coordination que nous avons menée en début d'année 2020. La suite qui sera donnée par la commission Coordo et enfin un temps pour répondre à vos questions. Alors pour les questions, vous pouvez nous les poser à tout moment de cette présentation, c'est très simple. Vous allez voir à droite de votre écran un encart blanc avec un onglet questions. Alors utilisez bien cet onglet et pas l'onglet chat. Donc l'onglet questions pour nous envoyer toutes les questions
vous posez. On essaiera de les répertorier et d'apporter les réponses dans le temps qui nous sera imparti. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, ne soyez pas inquiets, nous allons les garder et on essaiera de vous apporter des réponses dans un temps ultérieur. Si vous souhaitez, enfin je vois que beaucoup ont compris le truc, il y a l'onglet de chat. Alors ça, le chat, c'est plutôt pour la discussion conviviale entre vous, donc n'hésitez pas également à l'utiliser. Et puis enfin, si vous voulez télécharger le diaporama que nous allons vous diffuser tout de suite, vous devez placer votre curseur de souris sur le diaporama. À un moment donné, vous allez voir apparaître le petit bouton de téléchargement qui vous permettra donc de pouvoir enregistrer notre présentation. Alors, on va commencer avec le diaporama. Merci Alice. Alors, première diapo, voilà. Donc, la Fédération Avec Santé a décidé de créer une commission nationale dédiée au métier de coordonnateur en équipe de soins primaires, plus largement à la coordination des équipes pour promouvoir ce métier et répondre aux questions posées. Alors, cette commission nationale Cordo est née aux journées au congrès de Dijon en mars l'année dernière. En avril, nous avons lancé un appel à candidature à chacune des fédérations régionales puisque nous avons autour de la table un représentant de vos régions. Nous avons pu tenir au mois de mai la première réunion de la commission. Nous avons donc décidé d'élaborer un questionnaire national à l'automne 2019 que nous avons mis en ligne dès le début d'année 2020. Et puis, en mars, nous devions vous rencontrer au congrès de Bordeaux. Bon, ce n'est que partie remise puisque nous nous verrons en mai 2021. Alors, la commission Cordo, c'est quoi? Donc, comme évoqué à Dijon en 2019, nous sommes conscients des enjeux autour de la coordination d'équipes de soins primaires, de la plus-value de cette fonction que l'on considère comme un socle de l'exercice pluripro et de l'amélioration des pratiques, que ce soit pour les professionnels de santé et pour le patient. De nombreuses équipes l'ont bien compris. Pourtant, on constate encore de la méconnaissance sur cette fonction, des manques, voire même des dérives. La Commission nationale Cordo a donc pour mission de soutenir cette profession émergente, fondamentale pour accompagner les équipes. Nous constatons encore souvent que l'idée reçue tient à ce que le coordonnateur fait ce que les membres de l'équipe n'ont pas le temps de faire. Alors non, le coordonnateur a des compétences bien spécifiques qui sont propres à sa fonction. On l'a récemment vu à travers la crise Covid, pendant laquelle il a fallu s'adapter rapidement, efficacement. Les coordonnateurs ont pour la plupart pu prouver toute leur légitimité en adaptant leur mission, en proposant des idées innovantes, en créant du lien et ainsi participant activement au mouvement solidaire local. Et j'imagine que j'oublie bien des choses qui ont pu être développées pendant cette crise sanitaire. Alors, la commission Cordo, c'est une représentation du métier de coordinateur, mais ce n'est pas une représentation syndicale. C'est une vision du terrain, mais ce n'est pas une vision descendante. C'est un guide pour les équipes, mais ce n'est pas une vocation à uniformiser les pratiques. C'est un réseau national, mais qui ne se veut pas être à la place des fédérations régionales. Et enfin, c'est une vigilance sur les dérives, mais ce n'est en aucun cas un médiateur. Alors, pourquoi le questionnaire national? Dans nos premiers échanges, nos premières réflexions, ça nous a paru fondamental pour déjà, d'une part, faire connaître la commission, pour mieux connaître ceux et celles que nous représentons et pour cibler les attentes prioritaires et la vision du terrain. Alors, sur donc les résultats, donc nous avons donc eu 384 répondants qui du coup représentaient 481 structures. Alors je suis désolée, c'est les aléas du direct, j'avais perdu
Voilà, mon petit dialogue. Donc l'enquête, elle s'est déroulée du 7 janvier au 15 février 2020 à l'aide d'un formulaire Google qui a été envoyé par mail aux coordonnateurs en équipe de soins primaires. Donc, plusieurs canaux de diffusion. Nous avons utilisé les mailing lists connus des fédérations régionales, les mailing lists connus des ARS, les réseaux régionaux des coordonnateurs, les associations, les groupes, etc. Et les réseaux informels, c'est-à-dire que les coordonnateurs pouvaient s'envoyer le lien entre eux. L'enquête a fait l'objet de relances par chaque référent régional. Nous nous adressons aux coordonnateurs exerçant dans des équipes de soins primaires, étaient donc exclus les coordonnateurs ou chargés de mission des fédérations régionales. Donc au total, 384 questionnaires ont été inclus dans l'analyse pour 431 structures. Si on rapporte cet échantillon au nombre de structures qui ont un numéro FINES, elles sont 1455, nous pouvons considérer un taux de participation à environ 30%, ce qui est plutôt très bien sur une première enquête. Une des limites de notre enquête, c'est notre méconnaissance sur le taux exact de répondants qui occupent une fonction de coordination partagée, donc entre plusieurs structures, mais qui auraient répondu qu'à un seul questionnaire. Alors, si on regarde plus en détail les structures pluripro, c'est la slide juste avant, merci Alice. Donc, sur ces 431 structures, nous avions 83% de MSP, puisqu'elles étaient 358 représentées, 12% de CPTS, donc 53 en chiffres, 3% d'équipes de soins primaires débutantes et 2% de centres de santé. Voilà pour ce qui était de la représentativité. Alors, en tant que coordonnateurs, nous les avons interrogés sur leur statut professionnel. Alors, nous ne sommes pas surpris de constater qu'une large proportion de coordonnateurs sont en activité salariée. L'activité libérale est essentiellement représentée par des professionnels de santé libéraux qui exercent une fonction de coordination en parallèle de leur exercice. On peut citer le podologue qui fait quelques heures de coordination par semaine. Ensuite, nous avons le statut d'auto-entrepreneur et puis de façon plus marginale, les bénévoles et le portage salarial. Alors, on a interrogé donc les répondants sur le diplôme ou la formation spécifique pour exercer ce métier. 46% des répondants sont issus de la formation PACT EHESP, donc en chiffres, ça fait 178 répondants. On peut dire que c'est un échantillon qui est important sur le total des répondants, puisqu'en fait, la formation PACT, elle en est qu'à sa deuxième, voire troisième promotion en région. Mais nous ne sommes pas pour autant surpris de ce chiffre, puisqu'en fait, ce sont des coordonnateurs qui ont très souvent constitué un réseau local et c'est certainement un paramètre facilitant dans la transmission du lien au questionnaire. Donc, ensuite, on a 21 personnes qui ont répondu avoir un master en santé soins primaires et la plus grosse des proportions, 51% des répondants qui n'ont pas de diplôme spécifique. On a également interrogé le temps de travail hebdomadaire. Alors, si on regarde la droite de cette slide, on peut déjà dire qu'une grosse majorité des répondants déclarent que leur temps n'est pas suffisant. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on trouve des temps de travail très hétérogènes qui peuvent s'expliquer par la taille des équipes. 71% des répondants travaillent moins de 20 heures par semaine, dont 42% moins de 10 heures par semaine, ce qui fait effectivement peu d'heures de coordination quand on connaît toutes les missions que peuvent assurer les coordonnateurs. La slide suivante, merci Alice. Alors là, on a voulu vous représenter les réponses en termes donc, de structure. Donc les répondants nous ont dit combien de structures ils accompagnaient et en parallèle, combien de professionnels de santé exerçaient dans là où les structures. Donc en bleu,
les répondants pour le nombre de structures, en jaune, les réponses pour le nombre de professionnels accompagnés. Donc, une très, très grande majorité, 306 répondants, nous font part de leur exercice dans une seule structure. Ensuite, 42 répondants exercent dans 2 structures, 14 répondants dans 3 structures et plus de 3 structures pour 12 répondants. Quand on s'attache un petit peu plus au nombre de professionnels qui sont accompagnés, donc la majorité des répondants déclarent accompagner entre 15 et 30 professionnels de santé. 100 personnes déclarent accompagner moins de 15 professionnels de santé et puis après, respectivement, donc entre 30 et 45 professionnels de santé et plus de 45 professionnels de santé. Alors, on imagine effectivement que dans les réponses dans les accompagnements de très, très grosses structures, on est peut-être sur les personnes qui déclaraient exercer en CPTS. Donc voilà, un autre camembert pour que vous puissiez apprécier plus facilement la répartition de ces réponses. Donc nous avons près de 80% de nos répondants qui déclarent travailler pour une seule structure. Et là, on voit bien qu'effectivement, la plus grosse majorité des coordonnateurs, enfin des répondants, je ne sais pas s'ils sont tous coordonnateurs, ont répondu donc entre 15 et 30 professionnels de santé qui sont accompagnés. Donc, je vous rappelle ces chiffres, vous pouvez les télécharger, vous pouvez télécharger le diaporama, comme ça vous pourrez le regarder par après. On a donc interrogé sur les temps de travail dédiés, donc ils sont très très hétérogènes. Et là, c'est plutôt à Élodie, je crois. C'est la slide d'Élodie. Je suis en train de manger le temps d'Élodie. Excuse-moi, Élodie. Tu es parfaite, Edwige, je ne voulais pas t'interrompre. Bon, je vais essayer de faire aussi bien dans la présentation en espérant que ma connexion soit suffisante. Sinon, dans ce cas-là, Edwige prendra le relais car je suis à la campagne et sans la fibre, tout reste encore un peu compliqué. Donc, si on s'intéresse à présent au temps de travail hebdomadaire accordé à la mission de coordination, surtout concernant les coordinateurs qui accompagnent une seule structure. On s'aperçoit qu'il y a une grande diversité des pratiques. C'est très hétérogène. Cela va de moins de 10 heures par semaine, donc on peut imaginer un jour par semaine, jusqu'à plus de 30 heures, donc quasiment un temps plein. Donc, c'est très variable et c'est très variable aussi en fonction des professionnels, du nombre de professionnels qui composent ces équipes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder tout de même la dernière ligne, celle du bas, pour les coordinateurs qui exercent leur mission moins de 10 heures par semaine. Cela pose question parce que parfois, c'est pour des équipes XXL, c'est-à-dire composées parfois de plus de 30 professionnels, même plus de 40 professionnels parfois. Donc, on n'a pas eu de texte libre pour expliquer les raisons. On ne va pas non plus l'interpréter. On peut en avoir plusieurs hypothèses. Soit ce sont des équipes, ce qu'on appelle ESP débutantes, des équipes de soins primaires qui ont lancé une dynamique, mais qui sont encore dans le lancement, donc qui n'ont pas encore atteint les critères ACI de l'accord conventionnel interprofessionnel qui permettent d'avoir des financements. Ou alors, ce sont des équipes composées de peu de médecins sur lesquels reposent également des critères de financement importants. On peut aussi imaginer que ce sont des professionnels ou bien des coordinateurs qui exercent ces missions sur la base du volontariat. Ça va. Ah oui, c'est parce que je suis en train de passer les diapos en même temps qu'Alice. Je vais gérer, Alice, le petit curseur, si tu veux bien. Donc, ensuite, on a interrogé les coordinateurs sur leurs besoins en formation. Sur 274 réponses, donc 215 souhaitent également pouvoir avoir accès à des formations complémentaires pour exercer leur mission de coordination. Dans l'ordre des réponses les plus souvent exprimé, il y a un besoin de formation en management d'équipe, en animation, également en gestion comptable, suivi de budget, ce qu'on peut bien imaginer avec les enveloppes ACI, mais également un besoin de formation sur la veille réglementaire et juridique. On peut imaginer que ça tourne autour des questions concernant peut-être la constitution des CISA notamment,
mais également des besoins de formation en bureautique pour la gestion aussi des projets et la communication au sein des équipes. La communication, donc ça peut être, on imagine, sur comment communiquer au sein de l'équipe, mais également vers ses partenaires. 9% ont souhaité faire une formation pacte avec l'EHESP. Et puis, il y a également donc d'autres sujets de formation qui intéressent autour de l'analyse de pratique, de la qualité-évaluation, conduite et gestion de projet, et aussi la gestion des ressources humaines. Alors, on a posé la question sur la rémunération des coordinateurs. Êtes-vous rémunéré pour vos missions? Sur 384 réponses, 320 ont répondu par l'affirmative, ce qui est quand même assez rassurant et majoritaire. Cependant, on voit bien que 17% ne le sont que partiellement ou pas du tout. Donc, on peut se demander pourquoi ces fonctions-là ne sont pas reconnues et valorisées. On n'a pas encore analysé toutes les réponses en texte libre. Si on compare ensuite aussi la question de la rémunération avec la question de la reconnaissance du coordinateur et son intégration au sein de son équipe, on voit qu'on a aussi majoritairement des réponses positives, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien reconnus et intégrés. Cependant, on voit tout de même encore toujours un petit pourcentage de certains qui ne se sentent que partiellement reconnus, voire même pas du tout parfois. Nous avons questionné les coordinateurs sur leur satisfaction au sujet de leurs conditions de travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un bureau, une imprimante, est-ce qu'ils ont à disposition un ordinateur, toutes sortes des gommettes, des post-it, des fluos, enfin ça peut vraiment être toutes sortes de moyens matériels. 80,5% des répondants sont satisfaits de leurs conditions matérielles de travail. Nous avons ensuite posé une question concernant leurs attentes. Donc là, c'était des réponses libres. Donc, nous avons essayé de regrouper toutes ces réponses dans différents items. Ce qui ressort principalement de la part des coordinateurs, c'est un besoin de plus de reconnaissance de la profession, de la mission de coordination. Un statut professionnel uniformisé. On voit bien effectivement qu'il y a différents statuts, parfois même différents, comment dirais-je, des coordinateurs qui sont salariés, qui sont libéraux, qui sont auto-entrepreneurs. Donc, c'est une grande richesse et une grande variété qui colle au plus près des équipes. Ça, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que parfois, ça peut aussi apporter une certaine confusion. Une meilleure légitimité du métier au sein des équipes. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'était bien exprimé. Certains coordinateurs auraient besoin d'être davantage en lien, souhaiteraient la création de réseaux de coordinateurs. La promotion des formations pour professionnaliser le métier. On voit bien que c'est multicasquette, la fonction de coordination. Donc, effectivement, ça requiert différentes compétences assez spécifiques. Et puis, les coordinateurs souhaiteraient aussi qu'il y ait une veille réglementaire, peut-être donc sur les règles encadrant leurs fonctions de coordination au sein des équipes. Alors, les résultats de cette enquête mettent quand même en évidence un intérêt manifeste de la mission sur la mission de coordination qui s'exprime à travers, comme le disait Edwige, un très beau ton de réponse. Donc, on est quand même très, très satisfait d'avoir réussi à mobiliser les coordinateurs et les équipes de soins primaires sur cette question-là. Ça nous a permis aussi de mettre en lumière la Commission nationale Coordo, de la faire connaître auprès des coordinateurs et de donner une information aussi à chaque coordinateur sur l'existence d'un référent et d'une fédération régionale au plus près de son équipe. Et puis, ça nous a permis surtout de recueillir une multitude de données quantitatives, certes, mais aussi qualitatives, des données qu'il nous reste encore à exploiter. Donc, c'est vraiment très, très intéressant.
Les perspectives à court terme de la commission Cordo, bon, vous l'avez vu, on a plusieurs pistes de travail. Hein, ça va nous donner vraiment du pain sur la planche, je pense, pour les 2-3 prochaines années. Ce qui est très intéressant, c'est d'essayer quand même de prioriser ces axes de réflexion. On a essayé d'en identifier 2 principalement pour cette année. Tout d'abord, d'aider les coordinateurs à se mettre en lien avec les coordinateurs donc, locaux, régionaux, leurs fédérations régionales, leurs représentants cordo au niveau régional. Ça nous semble vraiment extrêmement important d'être au plus près d'eux. Et ensuite, concernant toutes les questions, concernant les cadres juridiques, les veilles réglementaires, l'uniformisation des pratiques, on s'est dit qu'il serait quand même très intéressant de travailler autour d'un référentiel métier, d'élaborer un guide pratique de la fonction de coordination en équipe de soins primaires. Voilà, je repasse la parole à Edwige. Merci beaucoup, Élodie. Du coup, vous nous avez très peu posé de questions finalement, donc on va répondre aux 2 questions qui nous sont parvenues. Je voulais avant d'y répondre, vous dire que vous avez un référent qui siège à la commission Cordo dans votre région. Donc si vous voulez, par après le webinaire, vous mettre en contact, passer par vos fédérations régionales, elles doivent être en capacité de vous donner les noms et coordonnées de votre référent régional pour éventuellement poser les questions que vous n'auriez pas posées aujourd'hui. Alors, on a Margot qui nous pose 2 questions. La première question, c'est comment expliquez-vous que seuls 5% des répondants aient un profil master? Alors, il va être difficile de répondre aux questions. Je voulais préciser qu'on n'a pas encore fait l'analyse croisée des réponses au questionnaire, ce qui sera très intéressant, je pense, pour éclairer certaines réponses. Je voulais aussi vous préciser que le questionnaire, il a donc eu lieu avant la crise sanitaire. Donc, il y a certainement des choses qui ont changé. On en discutera à la prochaine réunion de la Commission nationale Cordo pour voir comment on pourrait apprécier effectivement ce que la crise sanitaire a pu avoir comme conséquence sur ce métier de coordination au sein des équipes. Alors, le fait d'avoir 5% de master en soins primaires, j'imagine, enfin, les réponses qui me viennent comme ça assez naturellement, c'est certainement que c'est un nouveau métier, ce métier de coordonnateur en équipe de soins primaires. Il n'est pas suffisamment connu des équipes et j'imagine que les équipes n'ont pas forcément élaboré une fiche de poste extrêmement précise et dans leurs attentes, est-ce qu'ils cherchent des professionnels avec des diplômes supérieurs ou est-ce que finalement ce sont on va dire par exemple des secrétaires qui évolueraient sur un poste de coordination et qui se formeraient par après. Donc voilà, c'est certainement une partie des réponses en ce qui concerne les 5% de master. Oh là là, plein de questions arrivent, super. J'avais donc une autre question de Margot toujours, ce qui voulait savoir ce que signifiait ESP débutantes, ce sont les équipes de soins primaires débutantes, c'est-à-dire c'est celles qui sont avant le dépôt de toutes les pièces à l'ARS et qui ne sont pas reconnues maisons de santé pluripro. Ce sont les toutes petites équipes qui sont qui sont amenées à grossir et qui sont amenées à devenir des MSP. Est-ce qu'Élodie, tu veux prendre la suite sur d'autres questions? Alors, le référent région est élu comment et pour combien de temps? Question de Laetitia. Alors, avec Edwige, tu vas pouvoir compléter. Moi, personnellement, au niveau des Pays de la Loire, donc, il y a eu au sein de la fédération régionale une réflexion pour savoir si un des administrateurs de cette fédération souhaitait se porter volontaire pour porter la parole à cette… Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression oui, si on t'entend, Élodie, vas-y. Après, ça a été sur la base du volontariat, des coordinateurs qui ont fait parfois la formation Pacte HESP, des réseaux régionaux de coordinateurs. Parfois, c'était un seul coordinateur, parfois, ça a été un binôme de coordinateurs qui se sont portés volontaires pour assurer cette mission. Il n'y a pas vraiment eu d'élection à proprement dit, c'était un petit peu sur la base de la nomination davantage, surtout de la proposition et du volontariat.
Alors, je complète ce que dit Élodie, puisqu'en fait, nous, au niveau, enfin, en tout cas, moi qui suis la référente nationale, la démarche a été simple. Ça a été de solliciter chaque fédération régionale et leur laisser la main du comment faire pour élire en fait leurs représentants au niveau de la région. J'imagine que les régions ont procédé de façon totalement différente. Après, je peux pas forcément vous expliquer comment ça s'est passé dans chacune des régions parce que j'ai pas forcément eu ces remontées-là. Pour autant, je pense que vous avez des chargés de mission dans vos fédérations régionales et il est peut-être intéressant de poser la question à l'occasion, dès que vous en aurez l'occasion. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question? Une idée, donc Sébastien, bonjour, une idée de la pyramide des âges de la représentativité féminine masculine. Alors, déjà, grosse part de femmes dans ce métier, c'est peut-être pas un hasard. On a quelques hommes, c'est très bien. Après, la pyramide des âges, on ne s'est pas attaché finalement à le présenter effectivement dans la slide. On pourra vous redire ça. Donc, comme on est en direct, j'ai pas les résultats précis sous les yeux, mais on pourra revenir avec des éléments beaucoup plus précis sur l'ensemble des questions qui ont été posées au travers du questionnaire. Alors, une question. Tu veux prendre la suite, Élodie? Oui, alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Véronique demande si avec l'apparition des infirmières de pratique avancée, les IPA, quelle articulation avec la coordinatrice, coordinateur, quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience? Comme vous le savez, peut-être le métier d'IPA, d'infirmière en pratique avancée, est un nouveau métier également. Les équipes de soins primaires ne sont pas non plus, comment dirais-je, un modèle très, très ancien, même s'il y a maintenant plus d'une dizaine d'expériences quand même pour certaines équipes d'années. Je sais que certaines équipes sont en train d'expérimenter justement ce lien entre IPA et coordinateur. Pour l'instant, c'est souvent dans le cadre de l'accueil de stage. Et puis, tout est à définir ensemble sur chaque équipe. C'est vraiment très personnalisé. Donc, je sais qu'il en existe certaines qui expérimentent justement ce modèle-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Élodie Billot. Élodie, que je suis contente de retrouver. Est-il possible d'avoir un onglet Commission Cordo sur le site Avec Santé, car certaines fédérations régionales n'ont pas de site internet pour faire redescendre les comptes rendus des commissions? Oui, à un niveau régional, mais le niveau national, c'est aussi très intéressant. Alors, effectivement, au niveau de toute façon des fédérations régionales, vous avez toujours un onglet qui dirige vers les actualités d'Avec Santé, les actualités nationales, même par le biais de newsletters ou de transfert de mails vers les équipes. Donc, je renvoie plutôt la question à Edwige, si tu sais, je pense qu'il est tout à fait possible, effectivement, de faire ces petites adaptations au niveau des sites. C'est une question que je poserai. Pour autant, on tient vraiment au niveau d'Avec Santé, donc la fédération nationale, que les fédérations régionales aient toute leur place avec les relations en région. Alors même si votre fédération régionale n'a pas forcément de site internet, il faudrait qu'on revoie à la prochaine commission nationale Cordo les diverses possibilités pour vous transmettre les informations. Et si effectivement il se trouve que ça serait par le site Avec Santé, à ce moment-là, je relayerai la demande et on verra ce qu'il est possible de faire, puisqu'évidemment, je pense que techniquement, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle juste toutes et tous que les questions, vous les posez dans l'onglet questions. Je suis retournée un petit peu sur le chat et j'ai vu des questions sur le chat. On ne va pas pouvoir naviguer entre les deux, donc posez bien vos questions dans l'onglet questions. Qu'est-ce que nous avons comme autre question?
question. Oui, dans le chat, j'avais trouvé donc, quelle est la rémunération moyenne des coordonnées horaires. Alors, on n'a pas interrogé sur cette question. C'est voulu, hein, parce qu'en fin de compte, tout dépend des missions, j'imagine, qui sont assurées par les coordonnateurs sur le terrain. Alors, évidemment, il ne faut pas que les équipes sous-estiment le travail et les responsabilités qu'on pourrait donner au coordonnateur ou à la coordinatrice en équipe de soins primaires, mais on va s'attacher vraiment à élaborer ce guide et j'imagine qu'à un moment donné, il y aura certainement un guide vis-à-vis de ça aussi, donc qui parlera évidemment des rémunérations en fonction des responsabilités qu'on pourrait donner aux coordinateurs, coordinatrices. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Elodie? Tout à fait. Je n'ai rien de plus, moi, à ajouter. Effectivement, c'est très intéressant. Cette commission nationale Cordo nous permet vraiment d'avoir un retour du terrain. C'est ça qui est très, très, très important. Les coordinateurs peuvent avoir parfois un sentiment d'être isolés au sein de leur équipe. Ce n'est absolument pas le cas. On va essayer vraiment de mettre tout le monde en relation pour essayer de regrouper les réflexions, les interrogations, mais aussi les points forts, parce qu'il y a aussi de très, très beaux exemples de coordination d'équipes qui émergent, reposant sur une ou deux, voire même plusieurs membres de l'équipe. Ça, c'est très, très intéressant. Tout évolue tellement vite, mais ça peut être vraiment une source d'inspiration. Donc, on va essayer vraiment d'aider à faire naître cette émulsion-là pour que vous n'attendiez pas non plus d'infos trop descendantes, mais que vous puissiez chacun recueillir l'information qui vous est nécessaire pour évaluer et évoluer au sein de vos équipes. Oui, tout à fait. Alors, puisque finalement, je pense qu'on a épuisé un petit peu les questions, en tout cas les questions immédiates, je vais profiter du temps qui nous reste pour vous dire que vous pourrez visionner ce webinaire en replay sur le site Avec Santé. Que du coup, on pense très très sérieusement à avoir un temps dédié donc au congrès de Bordeaux qui aura lieu fin mai début juin 2021. Donc on espère vous y retrouver nombreux. On pourra échanger évidemment avec vous au moment du congrès. Et puisque finalement nous arrivons au bout de notre webinaire, eh bien, ça va être le temps des remerciements. Donc merci vraiment à toutes et tous de nous avoir suivis. J'ai vu qu'on avait l'Outre-mer, donc un grand merci à l'Outre-mer de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Merci Elodie d'avoir co-animé avec moi. Merci aux quelques membres de la commission Cordo qui ont pu préparer cette présentation avec nous. Et enfin, merci Avec Santé et plus particulièrement merci Alice pour toute la logistique. Merci Alice, merci Lise. Merci à tous. On vous souhaite une agréable journée et on vous dit donc rendez-vous à Bordeaux en 2021. À très vite. Bon après-midi à toutes et tous.